Voilà, merci, merci à tous d'être parmi nous donc aujourd'hui. Merci infiniment. On est ravis de vous accueillir tous ensemble maintenant pour ce débat qui promet d'être passionnant, hein, puisque se produire autrement, eh bien, ça suscite évidemment, on le sait, beaucoup de questions. Et tout de suite pour démarrer, donc on a la chance d'avoir avec nous donc en visio Thierry Breton. Thierry Breton, alors on est très heureux de vous entendre sur ce thème parce que finalement, vous avez été à la fois donc à la tête de grandes entreprises industrielles, vous avez été à la fois au ministère des Finances et puis maintenant, vous voilà donc commissaire européen. Avec tous ces regards, cette vision, évidemment, on a envie de vous entendre sur ce thème justement de relocalisation, localisation, sur se produire autrement. On vous écoute. Bien, ben merci, merci et pour cette invitation à la première COP Île-de-France. Et puis, je voudrais évidemment saluer la région pour cette initiative et remercier évidemment sa présidente, chère Valérie, de m'avoir sollicité pour l'ouverture de cette table ronde. Alors, vous allez aborder évidemment et vous aborderez des sujets absolument essentiels qui sont très importants pour notre continent, pour nous à Bruxelles, pour évidemment notre pays, l'énergie, l'environnement, l'industrie. Et donc je vais vous donner le regard que l'on porte sur ces questions ici de Bruxelles, et notamment à travers un instrument et un outil qui va être extrêmement important, qui est extrêmement important dans cette crise que nous connaissons tous, qui est évidemment le plan de relance européen, qui a été, comme vous le savez, approuvé par le Conseil européen en juillet dernier. Je le redis parce que c'est très important, c'est un accord tout à fait historique, c'est la première fois dans son histoire que l'Union européenne se donne la capacité d'emprunter sur les 30 ans qui viennent pour précisément d'abord apporter sa contribution de façon solidaire à l'ensemble des pays de l'Union dans cette période tout à fait particulière, mais aussi pour reconstruire très vite, réinvestir très vite dans les domaines les plus essentiels qui vont modifier très profondément notre façon de produire, notre façon de consommer aussi avec l'économie circulaire, avec l'ensemble des services qui sont associés aux produits, notre façon également d'être plus résilient, plus autonome, plus souverain, et à travers cette double transition que nous appelons évidemment la transition verte, c'est le thème évidemment de votre table ronde, mais également la transition numérique. Ce plan, donc c'est un plan de 750 milliards, vous le savez. Il se trouve que ça tombe bien parce que ce matin, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a donné son discours sur l'état de l'Union, qui traduit précisément tout ce que nous allons faire dans l'année qui vient, et plus particulièrement sur ces deux piliers qui sont donc les deux points forts, encore une fois, sur lesquels nous comptons nous appuyer pour rebâtir le plus vite possible, évidemment, l'ensemble des secteurs qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, hélas, on le sait, qui sont encore très atteints par la crise. Et donc se servir un peu de ce moment pour abonder très significativement les plans de relance de chacun des États membres. On sait en particulier que pour la France, dans la mesure où le gouvernement français donc, nous présentera un plan qui correspond effectivement à cette double transition. C'est près de 40 milliards d'euros qui vont être qui vont abonder le plan français. Donc c'est des sommes tout à fait considérables, bien sûr pour nos industries, pour nos services, mais aussi pour nos emplois. Un point avant de parler évidemment du Green Deal et donc de l'aspect vert évidemment. Je l'ai dit, il y a deux piliers. Il y a évidemment l'aspect numérique. Alors on l'a annoncé ce matin, donc je vous le redis, dans les plans effectivement qui vont nous être soumis. Donc on attend maintenant les plans qui devraient donc nous parvenir pays par pays d'ici au 15 octobre. On va être très attentif, encore une fois, à un équilibre entre ces deux piliers, les investissements dans tout ce qui concerne les énergies renouvelables, tout ce qui concerne la décarbonation et d'une façon plus générale tout ce qui concerne évidemment l'environnement et aux initiatives vertes, et puis les initiatives numériques. Et donc pour ces deux piliers, de façon à pouvoir être bénéficiaires donc des sommes que nous allons restituer,
Donc il faudra qu'un minimum, ça a été annoncé ce matin, donc de 20% soit constitué d'investissement dans le numérique, donc pour le plan français et pour l'ensemble des plans du reste, et 30% donc pour tout ce qui concerne l'aspect Green Deal, l'aspect Pacte Vert. C'est important, donc ça veut dire que nous voulons vraiment, effectivement, que dans la partie qui sera présentée à Bruxelles, une partie importante, vous voyez, les deux, c'est 50%, hein, constituent des investissements pour l'avenir dans ces deux domaines. Du reste, il y a des liens entre les deux. Hein. Je rappelle que le numérique, c'est un des outils les plus puissants pour accélérer aussi notre action en faveur du climat. On estime en particulier que les solutions numériques peuvent nous aider à réduire de moins 10% les émissions de CO2 d'ici à 2025. La production d'énergie, on le sait, c'est plus de 75% des émissions de CO2 dans l'Union européenne. Les réseaux intelligents, les meilleures solutions de stockage permettront évidemment à notre continent de réduire sa dépendance aussi aux énergies fossiles. Un autre exemple, les technologies peuvent réduire également la consommation d'énergie des bâtiments au sein de l'Union européenne. Je sais que c'est un volet important du plan qui est proposé par le gouvernement français. Mais dans le même temps, évidemment, le numérique devra faire sa révolution verte parce que c'est un secteur qui consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc on va évidemment accompagner tout ce qui concerne une meilleure consommation de l'ensemble des technologies numériques. Sur le Green Deal, ce qui est important, puisque ça a encore été annoncé ce matin, donc je le partage avec vous dès maintenant, nous avons décidé d'accélérer la transition et donc de faire en sorte que nous ayons un point de rendez-vous. Je rappelle que l'objectif, c'est d'atteindre à l'horizon 2050 zéro carbone, donc d'être le premier continent zéro carbone à l'horizon 2050. Pour cela, donc, nous avons un point de passage, donc un point de passage obligé en 2030 où nous voulons réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. On était avant à 40%, donc on va mettre beaucoup d'argent sur la table. Hein. Vous voyez, si on considère les 750 milliards qui vont être redistribués aux États membres sous forme de subventions ou sous forme de prêts, 30% de cette somme, c'est plus de 200 milliards donc, qui vont être consacrés donc, à l'accélération, effectivement, la modernisation de nos industries, de nos foyers, de nos bâtiments publics pour aller dans cet objectif. Donc voilà, c'est un sujet que l'on prend évidemment très, très, très au sérieux. Ça va créer évidemment énormément d'emplois, ça va créer énormément de nouvelles d'activités, de nouvelles opportunités, y compris bien entendu pour les entreprises, notamment dans les domaines des renouvelables. La rénovation, j'en ai parlé, des infrastructures, les batteries aussi. On a lancé une initiative très importante sur les batteries, sur d'autres sources d'énergie, hein, donc l'hydrogène. Je sais que la France et l'Allemagne ont lancé des initiatives importantes sur l'hydrogène liquide. Ça crée aussi de la demande et des marchés pour les produits propres bas carbone. Et évidemment, tout ceci avec un déploiement très significatif de l'économie circulaire, donc du renouvelable, du réutilisable. C'est très important aussi, et ça va permettre de faire la jonction avec la résilience pour nos approvisionnements. Que ce soit du reste en ce qui concerne notre plus grande autonomie, et on a défini des domaines très importants où nous estimions que notre souveraineté en matière numérique devrait s'appuyer sur la capacité à produire, ma chère Valérie, tu y seras sensible, les composants critiques pour nos infrastructures clés, que ce soit les supercalculateurs, ce qu'on appelle le edge computing, mais aussi l'ensemble des systèmes qui vont stocker les données avec des temps d'interaction extrêmement rapides, notamment sur le déploiement des réseaux 5G, puis bientôt 6G. Bien entendu, tout ce qui concerne les applications quantiques, en ce qui concerne notamment l'accélération, mais aussi la cryptologie. Je sais que la région est très impliquée sur ces questions. Et donc, il est indispensable, là encore, de maîtriser nos infrastructures clés, y compris, encore une fois, dans les microprocesseurs, qui sont, je dirais, la base de tout ça, pour ne plus être dépendant
choix notamment, il faut bien dire les choses, des Américains et peut-être des Chinois. L'Europe doit absolument assumer sa souveraineté dans ces domaines. Cette résilience, elle se passe aussi, donc, je le disais, par les matériaux critiques qui sont nécessaires à la constitution même, soit des composants qui sont nécessaires à notre souveraineté numérique, soit des composants qui sont nécessaires aussi à l'accélération de notre ambition verte. Ces composants, c'est des composants critiques, ce sont des terres rares. Donc on a lancé toute une initiative au niveau de l'Europe, de notre continent, pour bien voir ce que nous pouvions maîtriser, y compris avec les mines, des réserves que nous pouvons avoir. Ça peut être sur du lithium, ça peut être sur du cobalt, ça peut être sur l'ensemble des terres rares. Évidemment, en appliquant les modes d'extraction qui sont modernes et qui tiennent compte évidemment et de l'environnement et de la biodiversité. C'est indispensable de maîtriser ces chaînes d'approvisionnement et donc ça fait partie évidemment de l'ensemble de la stratégie, notamment la stratégie industrielle que j'ai présentée le 10 mars et qui est accélérée évidemment par ces plans de relance. Comme vous le savez, on a défini 14 écosystèmes industriels au sens très large et de services pour bien définir et arrêter quelle est notre stratégie industrielle. On le voit et on l'a vu du reste à l'occasion de la crise que nous vivons. On a constaté qu'on était peut-être trop dépendant pour certains produits de tel ou tel pays, tel ou tel continent, telle ou telle entreprise. Il y a donc effectivement incontestablement une refonte, une revisite de l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement par écosystème et par chaîne de valeur au sein de ces écosystèmes. Ça ne veut pas dire, et je le dis tout de suite, qu'on va tout réimpatrier, ce serait absolument erroné de penser cela, mais ça veut dire certainement que l'on va effectivement assister à des relocalisations, notamment partielles, de certaines infrastructures pour produire sur place en Europe donc un certain nombre d'éléments dont nous estimons qui sont des éléments clés, critiques, et qui nous permettent évidemment d'avoir une meilleure capacité de discussion, de négociation avec tous ceux avec lesquels nous sommes en interaction pour nous fournir auprès d'eux. Un point évidemment sur le rôle des régions, il est important de rappeler que ce plan de relance sera mis en œuvre au niveau de chaque État membre et de chaque région en fonction évidemment des besoins et au plus près du terrain. Et donc, encore une fois, je salue tout à fait cette initiative que je trouve être tout à fait opportune. C'est vraiment un point nommé que vous vous réunissez pour parler de cela. C'est très important évidemment de faire connaître vos priorités, vos spécificités. Je les connais bien évidemment dans la région Île-de-France. Beaucoup des éléments dont je viens de parler trouvent dans la région Île-de-France évidemment un nombre d'acteurs, de centres de recherche, le milieu académique, les entrepreneurs, les startups extrêmement actifs. Et donc évidemment, vous êtes appelés à jouer un rôle tout à fait significatif, et notamment dans le cadre de cette double transition que je viens d'évoquer. Les financements de l'Union européenne soutiennent déjà un certain nombre de projets innovants dans la région. Je rappelle le projet AI4 Cities, All for Cities, qui se concentre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre plus neutre en carbone la mobilité urbaine. Paris sera du reste une des villes accueillant des projets, des prototypes et des achats publics. Un autre exemple est la ville de Saint-Quentin, qui a développé un système, je crois, d'arrosage intelligent pour les espaces verts à l'air de capteurs pour réduire la consommation d'eau. Et je salue évidemment l'ambition plus générale de l'Île-de-France de devenir la première région européenne intelligente. Et Dieu sait qu'il y a du reste beaucoup d'intelligence dans la région. Donc je suis impatient de voir comment elle continuera à utiliser les technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les mégadonnées, pour créer évidemment des services qui sont des services de plus en plus interactifs, spécifiques pour l'ensemble des habitants de la région. J'ai aussi appris que la région avait lancé un club hydrogène Île-de-France, et je tiens vraiment à vous féliciter pour cela, qui met en réseau tous les acteurs économiques, institutionnels et les collectivités pour faire connaître la filière et accélérer le déploiement de l'hydrogène. C'est un sujet absolument essentiel, on y travaille beaucoup, notamment avec mon collègue Frans Timmermans.
On a lancé ensemble ce plan, tous les deux, il y a quelques semaines. C'est un des points forts du plan de relance français, du plan de relance allemand également. Donc il y a beaucoup de coopération franco-allemande, ce qui me réjouit. 7 milliards d'euros donc d'ici 2030 pour l'hydrogène vert. Ça va aussi dans le sens donc encore une fois du lancement de cette alliance qui est promis je crois un brillant avenir. C'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je suis persuadé que ces initiatives que vous développez donc au niveau régional vont nous permettre de surmonter cette crise. Elle n'est pas terminée, nous le savons tous. On doit continuer à vivre avec le virus. Je rappelle tout simplement qu'au-delà des chiffres, il y a évidemment des femmes et des hommes, bien entendu, il y a des entreprises. Donc nous travaillons beaucoup, évidemment, à essayer de limiter au maximum l'impact, de donner les moyens aussi aux États membres et aux régions de faire face aux problèmes que vous vivez, et notamment en ce qui concerne l'emploi. Mais il faut aussi avoir en permanence en tête que, à travers la situation que nous connaissons, c'est sur le continent européen, c'est 825 milliards d'euros en 2020 qui n'auront pas été investis, qui étaient prévus en matière d'investissement. Et donc, il faut absolument continuer à pouvoir réinvestir. La puissance publique, donc, s'est substituée évidemment au privé, et notamment à travers ce plan absolument massif de l'Union européenne, pour pouvoir le faire et maintenir la compétitivité de notre continent dans cette période tout à fait singulière. Donc à vous aussi de vous en saisir. Je sais que vous le faites. Cette opportunité, elle est maintenant, et donc je vous incite vivement à être très actif au sein même des plans de relance, dont vous serez évidemment au niveau de la région l'un des bénéficiaires importants compte tenu des contributions que vous pourrez apporter, notamment dans cette double transition que je viens d'évoquer. Voilà, je vous remercie. Je suis heureux de participer évidemment à votre discussion. Merci beaucoup. Merci Thierry Breton. Je pense qu'on peut l'applaudir. Vous nous avez fixé, on va dire, la feuille de route, hein, évidemment, avec tous les engagements qui sont présents. Alors, il y a des choses que vous nous dites, on va en discuter, retrouver par exemple notre souveraineté numérique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible? Et même sur les relocalisations, on vous a senti un peu prudent, puisque vous avez dit elles seront au moins partielles. Hein, donc, relocaliser, ça va être justement le thème de notre discussion. Et puis, vous avez évidemment parlé de cet objectif 2050 zéro carbone. Et ce matin, un des intervenants nous disait déjà 2050, c'est trop tard. Thierry Breton, est-ce qu'il ne faut pas aller quand même plus vite? Si je peux me permettre une question. Et puis si dans la salle vous avez des questions également, hein, on voudrait vraiment que les débats soient interactifs, donc participez, n'hésitez pas. Bon, on est le seul continent de la planète à nous être fixé un objectif de cette nature. Il n'y en a pas d'autre. Donc il faut l'avoir en tête. On avait dans les premiers plans un passage obligé en 2030 à 40% de réduction par rapport à aujourd'hui. On l'a augmenté à 55%. Voilà. Je crois que ça vous donne effectivement le sérieux avec lequel nous traitons ces questions. Donc évidemment, si on peut faire avant, ce sera bien. Mais derrière, c'est toute une filière, c'est toutes les chaînes industrielles à reconvertir. Vous savez, c'est des sujets que je connais bien, vous l'avez rappelé, compte tenu de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Transformer une chaîne industrielle, c'est en gros une génération. Une génération, c'est 25 ans. Voilà, nous sommes 25 ans, 25-30 ans, c'est une génération. Eh bien, on se fixe une génération pour atteindre cet objectif. Croyez-moi, c'est un objectif très ambitieux. Et je pense, j'espère que, ce faisant, nous allons aussi inciter les autres continents à le faire. On sait qu'ils en sont loin, mais on sait aussi que là, on a un rôle d'exemplarité, et ça veut dire aussi derrière, dans les relations que nous entretiendrons avec nos grands partenaires, qui sont aussi des concurrents, je pense notamment aux Chinois, mais aussi aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il faudra les convaincre, eux aussi, d'aller plus vite, parce qu'on sait que le gros des émissions vient surtout de ces deux continents, plus que du nôtre. Mais en tout cas, je crois beaucoup aux facteurs d'entraînement et puis aussi aux capacités d'innovation. Nous avons l'ambition, à travers ce plan,
de devenir de très loin le premier continent en matière de technologie verte, parce que disons, pour pouvoir atteindre ces objectifs, vous l'avez compris, ben, il va falloir beaucoup investir, beaucoup innover, beaucoup inventer. Et donc, je suis sûr que ça donnera aussi des opportunités tout à fait intéressantes à nos entreprises, à tous ceux qui travailleront directement ou indirectement dans ces secteurs. Alors, je suis sûre que vous tous qui êtes là donc, pour cette table ronde, vous avez forcément donc, à réagir par rapport à ce que nous a dit Thierry Breton, puis même par rapport à ce thème donc, des relocalisations. Relocaliser, est-ce que c'est vraiment possible? J'aimerais qu'on fasse un premier tour de table pour parler de ça. Est-ce que ce n'est qu'un vœu pieux? Parce qu'on sait que c'est quand même très compliqué de ramener des industries. Notamment, il y a un problème de coût. Est-ce que les Français accepteront de payer plus cher? Peut-être on peut commencer avec vous, Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Je l'enlève? Non, ça va? Ouais. Si vous voulez l'enlever, c'est peut-être plus simple. C'est juste pour que vous voyez ma moustache et puis... bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je pense qu'autour de cette question localisation, relocalisation, il y a besoin premièrement qu'on fasse un état des lieux de l'industrie, par exemple, parce que dans de nombreux secteurs, c'est une question d'équilibre entre la charge des entreprises dans d'autres pays et dans notre pays. Il y a trop d'entreprises ici en France qui ont une sous-charge de travail. Un exemple d'une entreprise menacée, d'un établissement menacé en Île-de-France, Flins, qui a un taux d'engagement de ces machines bien trop faible, alors que, et j'ai rien contre eux, en Turquie, l'usine est engagée à 150% avec des conditions de travail et des horaires de travail qui sont démentiels. Voilà typiquement un exemple de localisation, parce que les sites, ils existent déjà, il n'y a pas besoin de reconstruire quelque chose. Il suffit d'équilibrer les charges de travail entre les pays. Alors, il y a la question du coût. Il y a pas deux alternatives, deux choses possibles. Et elles doivent se conjuguer. C'est, premièrement, essayer, et c'est bien que Monsieur Breton soit là, c'est comment on fait en sorte que, je sais qu'il est pour la concurrence libre et non faussée, comment on fait en sorte que sur les questions sociales et les questions environnementales, il y ait les mêmes règles. Or, on sait bien que ceux qui viennent s'implanter, ou en tout cas qui fournissent des produits, y compris dans la région, n'appliquent pas, par exemple, en matière sociale, des règles minimums que sont les règles de l'Organisation internationale du travail, qui est directement une émanation de l'ONU. Faisons respecter, je vous donne deux exemples, le droit de grève et le droit de se syndiquer. Vous allez voir que rapidement, on va se passer d'un certain nombre d'entreprises qui n'appliquent pas ces règles-là. Je vise personne, mais la Chine, par exemple. La deuxième chose, c'est les questions environnementales. On ne compte jamais dans le coût des produits qui sont importés les coûts carbone, les coûts de CO2, y compris le coût des infrastructures routières ou ferroviaires. C'est les collectivités locales et territoriales qui payent, parce que ce n'est pas inclus dans les produits qui arrivent, ce genre de questions. Donc vous voyez, sur ces deux leviers-là, il y a des possibilités. Alors, à l'échelle d'une région, c'est possible. Il faut taper du poing sur la table, Madame la Présidente, à l'échelle d'un pays et notamment à l'échelle de l'Europe, par exemple. Donc, plutôt d'essayer, il faut construire, il faut innover, mais il y a des tas de friches industrielles dans notre région qui mériteraient, plutôt que de construire des immeubles, des bureaux, d'avoir des vrais plans alternatifs, soit pour produire des choses qui existent déjà, soit pour innover. Et de ce point de vue-là, nous, à la CGT, on a des tas de propositions. Par exemple, nous proposons depuis très longtemps de reconstruire une filière d'industrie d'imagerie médicale en France. Et la région, avec ses centres de recherche et ses chercheurs, est tout à fait apte à accueillir, avec Thales par exemple, ce type de produit. Et je crois que les questions d'imagerie médicale sont plus que jamais d'actualité. Voilà un exemple. Donc, n'opposons pas le social, l'environnemental et le développement industriel, le développement numérique. Voilà autour de ces questions-là, sur ces questions-là, nous travaillons alors à l'échelle du pays, mais y compris avec beaucoup de coopération avec les syndicalistes européens qui sont
très largement d'accord avec nous, par exemple sur l'idée d'un SMIC européen. Ça éviterait, y compris à l'intérieur de l'Europe, du dumping social. Parce que si on veut acheter mieux, il faut en avoir les moyens. Et pour en avoir les moyens, il faut avoir des sous dans son porte-monnaie ou dans son portefeuille, comme vous voulez. On voit Thierry Breton qui vous écoute attentivement, effectivement. J'espère. On va enchaîner avec vous, donc Alexandre Sobo, en tant que chef d'entreprise, justement, comment est-ce que vous, et donc également sur France Industrie, vous travaillez sur ce problème de l'industrie, enfin ce problème, cette solution peut-être aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut relocaliser aujourd'hui cette industrie qu'on a peut-être un peu trop laissé partir justement à l'étranger? Je pense qu'il ne faut pas poser le problème en termes de relocalisation, mais de localisation. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire revenir des choses. L'industrie se transforme tous les jours, les besoins aussi, les contraintes, notamment environnementales, sont à la fois pesantes, mais aussi une formidable opportunité pour réinventer des process, pour en développer de nouveaux. Et donc la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en France? Alors, il y a quand même quelques petits éléments qu'il faut savoir. Premièrement, par milliers d'euros de PIB, la France est celle qui émet le moins de CO2. Donc aujourd'hui, fabriquer en France, c'est le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique. C'est simple. Maintenant, on le sait aussi, on est dans un monde, et en tout cas en Europe, dans lequel l'économie est ouverte, et Thierry Breton, évidemment, y veille avec attention. Une entreprise qui va se développer et qui va avoir des procédés le plus verts possible, ou qui va verdir ses procédés, si elle n'est pas compétitive, elle ne va pas être verte très longtemps et elle va être vite morte. Et donc le deuxième sujet qu'on a derrière, dans une économie ouverte où les règles et les contraintes ne sont pas forcément les mêmes partout et l'engagement n'est pas le même partout, c'est comment on fait en sorte que ceux qui font bien soient compétitifs pour pouvoir faire longtemps. Et c'est un des combats qu'on a mené à France Industrie et qui est en partie repris dans le plan de relance, c'est régler un certain nombre de fondamentaux autour de la compétitivité et surtout se poser la question à quelles conditions tel projet va être soutenable en France. Et on rentre dans la période où il va falloir faire de la microéconomie. On peut avoir des grands discours, on peut se raconter qu'on va localiser en France. Il faut prendre tel projet, telle implantation, tel site, regarder avec quoi on est en concurrence, parce que j'ai entendu Philippe Martinez et on partage un attachement à l'industrie en France. Si on veut que ça dure, il faut qu'on soit compétitif. Et donc, à quelles conditions ces nouveaux procédés, ces nouvelles implantations, ces opportunités qui vont se présenter seront possibles? Et c'est ça qui est important. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à un moment, on oublie que la façon la plus simple de ne pas émettre de CO2, c'est de ne rien faire. Mais c'est aussi la plus coûteuse. Et donc, il faut qu'on trouve les conditions, projet par projet, sujet par sujet, pour rendre la fabrication en France compétitive et possible. Rien que ça, c'est une bonne façon de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, n'oublions pas, dernier chiffre, qu'en 30 ans, l'industrie française a divisé par 2 ses émissions de CO2. Donc en fait, on a déjà fait une partie du travail. Et si on est les meilleurs, c'est aussi parce qu'on a déjà fait le travail. Maintenant, il faut continuer, et il faut continuer sans baisse de la part de l'industrie dans le PIB et sans baisse de l'industrie en France. Et c'est tout ce combat qu'il faut mener dans les années à venir. Même plutôt avec une hausse, et effectivement, l'industrie commence à réembaucher aussi. Clara Gaymard, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut plutôt localiser que finalement relocaliser? Alors c'est vrai qu'en même temps, ce thème des relocalisations, il est apparu avec la crise du Covid, quand on s'est aperçu qu'on était très dépendant de la Chine pour les masques, pour le paracétamol. Donc il y avait effectivement une volonté de retrouver aussi peut-être une certaine souveraineté économique. On parlera aussi de la souveraineté numérique après. Mais donc est-ce que d'après vous, il vaut mieux localiser, c'est ça? Alors il y a une question qui est effectivement des produits qui sont indispensables. Mais dans ces cas-là, il faudra accepter d'en payer le prix, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on prend la question des masques, il y a des entreprises françaises qui ont fait des masques en urgence quand la Chine était fermée et qui maintenant ont du mal, maintenant que la Chine a réouvert ses usines. Donc la vérité, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans la crise qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un alignement des acteurs. D'abord, il y a l'Europe, le gouvernement français qui met des moyens financiers pour l'innovation. Il y a aussi des entreprises qui innovent et qui comprennent que si elles veulent survivre aujourd'hui et demain, la question environnementale et la question sociale
Parce que je pense qu'il ne faut surtout pas oublier le fait de ne pas oublier l'autre. Une entreprise qui n'est pas sociale, l'ESG, ce n'est pas juste un mot. Les entreprises doivent devenir citoyennes. Elles l'ont compris. Si elles ne sont pas citoyennes, si elles n'intègrent pas non seulement leurs salariés, mais les clients, les consommateurs et les citoyens dans leur vision stratégique et qu'elles n'ont pas une politique environnementale, elles ont compris aujourd'hui qu'elles n'ont pas d'avenir sur le long terme. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est extrêmement positif. Et le troisième élément qui est aussi extrêmement positif, c'est que le consommateur change. Le consommateur, il veut consommer mieux pour lui, pour sa santé d'abord, parce que la santé, vous l'avez dit, Philippe Martinez, c'est un élément clé. Mais aussi pour la planète, pour les enfants, etc. Donc si on organise bien, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexandre, c'est pas simplement une question de montant, c'est une question d'aller dans le détail et d'être extrêmement opérationnel, local, et de regarder sujet par sujet comment on peut opérer. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, on le voit sur le terrain, parce que moi, je suis une opératrice de terrain avec Gonzague. Chez Raise, on investit dans des PME, dans des start-up et dans des entreprises à impact. C'est qu'on voit que celles qui ont traversé la crise le mieux sont celles qui avaient déjà pris le virage environnemental et sociétal. Et on voit bien aujourd'hui que vous avez des entreprises, notamment, je vais prendre l'exemple des couches culottes, qui sont des produits de consommation courante et qui peuvent être fabriqués dans des pays à bas salaire. Quand des entreprises, et on en a quelques-unes qu'on regarde aujourd'hui pour les accompagner dans leur développement, décident d'être totalement biodégradables, recyclables, etc., elles attirent le consommateur. Quand vous avez des entreprises industrielles qui décident de devenir 100% recyclables dans l'acier qu'elles utilisent, elles attirent des consommateurs, puisqu'il y a aujourd'hui une dynamique qui est en marche. Maintenant, il faut le faire de façon intelligente, et c'est pour ça que je salue l'initiative de la présidente, parce que on y arrivera, chacun d'entre nous, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut qu'on le bâtisse ensemble, à la fois dans les secteurs qui sont potentiellement rapidement attrapables, où le gain peut être rapide, et aussi sur le long terme, sur les sujets que vous avez évoqués, mais je laisserai d'autres qui sont beaucoup plus compétents que moi en parler sur la souveraineté numérique et autres. Il y a un élément aussi qui est clé, c'est la relation grand groupe start-up pour qu'elle marche. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'open innovation, mais aujourd'hui, elle devient clé. Nous, on est en train de créer un lieu avec le soutien de la région qui s'appelle RaiseLab, qui est un lieu d'innovation de grands groupes et de start-up. Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, il faut mettre toute son énergie là-dessus. Moins mettre son énergie sur ce qu'on ne peut pas faire, mais vraiment mettre son énergie sur ce qui va faire que la France peut redevenir une puissance industrielle. Oui, effectivement, il y a une étude qui est sortie aussi disant que les entreprises qui pratiquent la RSE sont plus rentables. Et effectivement, parce qu'il y a une sorte de cercle vertueux, ça paraît peut-être contre-intuitif au départ, mais un cercle vertueux qui s'enclenche avec justement donc, les clients qui sont plus contents, avec les salariés qui sont plus épanouis, etc. Et donc une rentabilité qui c'est un mot qui est très important, c'est que quand on donne du sens à son travail, les collaborateurs travaillent plus, mieux, l'entreprise, elle sait où elle va, et les clients viennent vers des entreprises qui vendent du produit qui a du sens. Alors justement, Martin Bobel, j'aimerais qu'on continue avec vous. Alors sur cette dimension citoyenne des relocalisations, finalement, elles doivent se faire avec un engagement de la société tout entière, en fait. Hein. Alors, je ne discuterai pas des sujets de souveraineté et de compétitivité, parce que ce n'est pas ma compétence actuelle. Mais par contre, j'ai la sensation aujourd'hui qu'on a un besoin de réintégrer des logiques artisanales, en fait. On parle beaucoup d'industrie. On parle beaucoup en fait de macro-industrie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réintégrer sur un territoire national des industries mondialisées. Et j'ai un pressentiment que je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur la fabrication de micro-économies, en fait. Dans mon secteur, moi je viens du secteur associatif, donc je travaille pour des ressourceries, recycleries qui sont en fait des toutes petites structures qui comptent à peu près 30 salariés. Et question de souveraineté, ou en tout cas à minima sur la question de comment est-ce qu'on va faire pour régler notre problème de consommation.
Dans mon champ, on gaspille aujourd'hui 20% de la poubelle, c'est-à-dire que les ménages, dans la consommation des ménages, jettent à peu près 20% d'objets et de matériel qui pourraient encore servir. Le gros enjeu pour nous dans notre travail, c'est de dire il faut que ces objets-là retrouvent une seconde vie, et si possible localement, et si possible avec le plus d'externalités positives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient démocratiques ou qu'elles soient écologiques. Alors, j'entends c'est de la dentelle, mais je pense qu'on a besoin de penser nos sujets de relocalisation, nos sujets d'industrie stratégique, un peu comme de la dentelle. Alors, possiblement pas quand on pense à les questions de droits sociaux européens et autres, mais encore une fois, c'est pas mon sujet. Voilà. Mais donc, je pense qu'il y a ce sujet de la réintégration de la pratique artisanale, mais aussi du coup des compétences nécessaires pour cette réintégration-là. Et après, de l'autre côté, pour moi, il y a un sujet culturel, en fait, il y a un sujet de demande aussi qui se joue. Et voilà, je pense que les micro-économies, l'économie de territoire, l'économie où possiblement, de notre côté, le secteur associatif, les citoyens se saisissent de leur outil de production, ça participe énormément au changement culturel. Et je pense que c'est assez indispensable. Je pense que les gens aujourd'hui se posent la question de comment agir. Et j'ai la sensation que si on ne fait que leur offrir des moyens de consommation décarbonés, on rate un coche. Voilà. Donc il faut aller au-delà, effectivement, et inciter davantage à cette prise de conscience, on va dire individuelle, que chacun fasse concrètement des choses. Évidemment, sans oublier les obligations de régulation. On ne se passera pas de répondre à la crise écologique sans régulation européenne, sans régulation nationale, sans régulation territoriale. Mais en effet, je pense qu'on a un énorme rôle à jouer aussi sur la fabrique de la culture collective. Donc juste très concrètement, du coup, qu'est-ce que vous proposez, vous, alors par rapport à cette question du gaspillage? Alors, à la question du gaspillage, nos structures donc, sont des associations locales, elles collectent tout ce que les gens leur apportent. Alors ça peut être, c'est les objets du quotidien en fait, cassés ou pas cassés. Et l'enjeu de ces structures, c'est de trouver les moyens d'éviter de les envoyer dans des filières de recyclage. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais recycler, justement, typiquement, économie mondialisée, à plus ou moins fort impact carbone, à l'endroit où réemployer un objet, c'est-à-dire faire en sorte qu'il reste en l'état localement, a beaucoup plus de vertus. L'enjeu pour nous, typiquement, c'est de multiplier ce type d'initiative. Moi, je pense vraiment le développement en matière d'îlots ou de clusters, quoi. C'est-à-dire nos structures, si elles deviennent trop grosses, elles deviennent inopérantes. Elles doivent rester petites, par contre, elles doivent exister par milliers. Voilà. Et si demain je devais avoir un sentiment sur le développement économique futur, ce serait ça. C'est-à-dire il nous faut multiplier des petites structures qui portent leur ancrage local, qui portent... Cet ancrage local, c'est aussi je dirais, un ancrage pour la résilience. C'est-à-dire si demain on a un pépin, un choc comme ce qui s'est passé pendant la crise Covid, les micro-tissus locaux sont beaucoup plus réactifs que des macro-structures internationales. Thierry Breton, on vous voit approuver, visiblement. Vous êtes d'accord? Alors, comment ne pas être d'accord, évidemment, quand on voit des acteurs de terrain comme ça, dynamiques, qui jouent un rôle si important pour le lien social, bien sûr que je suis d'accord et que j'approuve. Mais c'est un tout, hein. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a que des solutions, il n'y a que des petites rivières qui finissent par faire les grands fleuves. Et donc oui, je voudrais juste peut-être rebondir à un point avant d'être obligé de vous quitter. Sur un sujet qui a été évoqué et qui est important, c'est le fait d'avoir effectivement des règles qui désormais nous permettent de travailler, je dirais, à compétitivité égale, et en particulier, puisque c'est quand même le thème de votre réunion aujourd'hui, tout ce qui concerne l'économie verte et l'économie décarbonée, c'est vrai que ça a un coût. On l'a dit tout à l'heure, en Europe, et c'est vrai, grâce au nucléaire, hein, bien entendu, en France en particulier, je veux dire, grâce au nucléaire, on produit évidemment avec de l'électricité qui est largement décarbonée, et c'est évidemment un atout très considérable pour notre pays. Mais au-delà de ça, à partir du moment où on se fixe cet objectif de zéro carbone, un objectif très ambitieux, c'est vrai que cet objectif, certains l'ont rappelé, c'est vrai aussi dans les aspects sociaux ou d'autres, hein, il n'y a pas les mêmes critères de compétitivité, ça peut être aussi des impôts, ça peut être des tas d'éléments qui vont évidemment
contribuer au coût dans la chaîne de valeur de la production d'un produit ou d'un service. Mais c'est vrai que sur tout ce qui concerne l'énergie et le fait que, si je prends par exemple l'acier, si je prends le ciment, des éléments qui sont fortement consommateurs d'énergie, à partir du moment où nous, on voudra, et on va les produire de façon totalement décarbonée, si d'autres ne le font pas, et d'autres ne le font pas, et on le sait, hein, et des grands producteurs, eh bien, on mettra donc, et on y travaille évidemment en ce moment, donc un mécanisme d'ajustement donc des coûts aux frontières. Certains appellent ça taxe carbone. Ce mécanisme d'ajustement des coûts aux frontières doit permettre effectivement à ceux qui vont importer ces produits en Europe, eh bien, d'avoir un différentiel correcteur pour tenir compte du fait qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes critères de fabrication que nous. Et donc, le prix de la tonne de carbone se retrouve évidemment dans le produit. Et c'est ce qui est nécessaire pour effectivement éviter un dumping dans tous les domaines, y compris dans le domaine environnemental. Voilà, donc c'est l'un des éléments très importants qui est, je dirais, le revers de la médaille. Hein. C'est une médaille à deux faces, comme toutes les médailles. Et ben voilà, il y a évidemment tout ce qu'on fait, mais il y a aussi le coût de ce que l'on fait, et il est absolument indispensable que l'on puisse permettre à nos entreprises en Europe de maintenir leur compétitivité, y compris donc en produisant désormais, en émettant peu, puis pas du tout de CO2. Et ce point est important parce que ce sera l'un des éléments qui nous permettront de financer effectivement, d'avoir les revenus pour financer, parmi beaucoup d'autres, hein, donc le plan de relance. Je rappelle qu'il n'y aura pas d'impôt sur nos concitoyens européens, mais en revanche, effectivement, donc des droits de pénétration du marché intérieur. Ce sera beau aussi pour le numérique, la taxe numérique. Par parenthèse, je le dis parce qu'on l'oublie souvent et quelquefois on ne le sait pas, le budget de l'Union européenne est en très grande partie financé déjà par les droits de douane. C'est les droits de douane qui financent le budget européen. C'est-à-dire que tous les produits qui rentrent sur le marché intérieur, donc dans nos pays, hein, pour beaucoup d'entre eux, payent un droit de douane. Et ce sont ces droits de douane qui financent le budget de l'Union. Donc on va l'élargir évidemment aux produits, on va l'élargir au monde du numérique, on va l'élargir effectivement à tout ce qui concerne l'environnement et les émissions de carbone. Bien, merci beaucoup Thierry Breton en tout cas d'avoir été avec nous. On sait que vous devez nous quitter, donc merci encore d'avoir ouvert cette table ronde, d'avoir participé également par vos remarques à cette et bonne continuation à discussion. Tous. Merci beaucoup. On va continuer notre tour de table puisqu'on n'a pas tout à fait terminé. Hein. Donc Tariq Krim, peut-être justement vous voulez réagir par rapport à ce que vient de nous dire Thierry Breton sur cette souveraineté numérique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui elle est difficile, on va dire, hein, à mettre en place, mais en même temps, voilà, il y a une volonté quand même d'arriver à faire quelque chose et d'aller dans les directions qui vont peut-être permettre qu'on la conserve, enfin, ou du moins qu'on la retrouve. Écoutez, moi, c'est une question que je me suis posée en tant qu'entrepreneur, et l'anecdote dont tu parlais tout à l'heure me rappelle la dernière société que j'ai montée. Donc, je voulais monter une société d'informatique, monter un ordinateur, commerce équitable. Donc sans minéraux de conflit, en utilisant des matières premières propres, en faisant l'operating system, le système d'exploitation en France, le développer. Ça a été difficile, on est allé dans des pays d'Europe où les usines étaient vides, et on nous a dit les machines-outils en fait, qui servaient à construire ces ordinateurs sont toutes parties en Chine. Et puis, j'étais assez persévérant, j'ai choisi le meilleur entrepreneur en Europe, c'est-à-dire le fondateur de Skype, en lui disant « Est-ce que tu veux nous aider ?» Banco. On est allé voir 20 sociétés, on a eu 19 noms, et à la fin, on a travaillé avec une petite société chinoise. Et puis un jour, on a eu un prix international, on est passé devant le Chromebook de Google, et on sait maintenant que Google a appelé ses contacts, ça aurait pu être Microsoft si on avait été sur un autre domaine, et du jour au lendemain, on n'avait plus de machines, on ne pouvait plus vraiment fabriquer les choses. Et la situation que j'ai vécue, c'est une situation que des milliers d'entrepreneurs, entreprises, grandes sociétés, que ce soit Carrefour ou que ce soit l'État, sont totalement dépendants des grandes plateformes. Déjà 30% de son chiffre d'affaires part, quand vous achetez avec l'App Store, 30% de ce que vous payez part chez Apple, juste parce que c'est Apple. Sachez que si une société fait déjà 30% de bénéfices, c'est pas mal. Donc
ça part, ça disparaît. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut encore imaginer entreprendre dans un monde où, en fait, quelques sociétés et quelques personnes dans ces sociétés ont finalement le droit de vie ou de mort sur votre activité? Vous allez nous démoraliser, là. Alors, la question a été étendue un peu plus à la question comment peut-on faire? Et en fait, quand on regarde la situation, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une seule, la régulation. Comme vous le savez, en Europe, on ne peut pas faire de subventions directes aux entreprises, parce que nous sommes les seuls dans le monde à finalement respecter les règles de l'OMC. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé avec les GAFAM, finalement, quand on a dit à ces sociétés, vous allez pouvoir utiliser les données privées de la planète entière, sans aucune régulation, et notamment de tous les Européens, sans aucune régulation, et en faire des profits extraordinaires, d'une certaine manière, c'est une forme d'exemption fiscale. Ce n'est pas une subvention, mais ça y ressemble. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir si une entreprise française peut participer à un marché public en Chine, où tout est fermé, et c'est d'autant plus vrai maintenant avec ce qui s'est passé, notamment avec l'arrivée de Donald Trump et des tensions économiques. Donc il y a une vraie question, c'est comment peut-on remettre les règles du jeu à peu près équivalentes pour tout le monde? Attendez, avant que vous continuiez, j'ai vu, juste, vous avez réagi, Philippe Martinez, qu'est-ce que vous vouliez peut-être rajouter? Non, je rajoutais, et sans payer d'impôts. Ah, bien, absolument. Donc, mais oui. c'est pour ça que je parle d'exemption fiscale. C'est pour ça qu'il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, en matière sociale, en matière environnementale, et évidemment au niveau fiscalité. Et donc l'Europe avec la RGPD, donc le règlement sur les données, c'était un début, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, et il faut d'une certaine manière, par la régulation, remettre, adoucir d'une certaine manière cette exemption fiscale qu'on a donnée aux GAFA, mais également aux entreprises chinoises qui finalement produisent avec des conditions environnementales, on en a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France ou qu'en Europe, et donc retrouver une manière de se définir en termes de valeurs et se dire si en Europe nous avons des valeurs, et l'une des valeurs c'est qu'on respecte la vie privée, on respecte donc les données privées des gens, il va falloir à un moment donné interdire l'usage de ces données par toutes ces plateformes et inventer d'autres modèles. De la même manière qu'on a eu pour la nourriture, le bio, face à la nourriture qui a été industrielle, il va falloir inventer une autre forme à la fois d'artisanat numérique, mais également une autre forme de numérique, dans laquelle nos entreprises ont une chance. Et je pense que c'est très important, c'est tout l'enjeu de la question du slow web, c'est d'inventer un système dans lequel nous avons des chances de compétition. Peut-être vous voulez réagir avant qu'on revienne à Thibault de la Rose. Je vous voyais réagir, non, Alexandre Sobo, par rapport à ce qui est dit? Non, je pense que... Est-ce que la régulation, c'est une voie d'avenir? Il ne faut pas se tromper de combat. Et je pense que la régulation peut traiter un certain nombre de sujets, mais que l'incitation, le comportement des consommateurs et la confiance, c'est aussi important. Parce qu'il ne faut pas rêver, la France ne régira pas le monde. On peut le regretter, et je suis le premier à le faire. Malheureusement, c'est un constat de réalité. Dommage que Thierry Breton ne soit plus là. Je sais qu'il fait ce qu'il peut là où il est pour que les choses se passent du mieux possible. Je sais que la présidente de la région, partout où elle passe, elle a un attachement à l'industrie et qu'elle fait aussi tout ce qu'elle peut. Mais il y a des choses qui sont au-delà de nos capacités. Donc il faut accepter le réel tel qu'il est. Et dans cet environnement, il faut choisir les bons leviers. Et je pense qu'on a quand même en France un tropisme qui est beaucoup trop de règles et pas assez d'incitations. À un moment, faire confiance à nos acteurs, je redonnais le chiffre, en 30 ans, l'industrie française a baissé de 50% ses émissions de CO2. Donc on a déjà fait le boulot, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. Continuer à travailler sur tous les sujets pour trouver des nouvelles solutions. Nous, on ne croit pas une seconde à la décroissance. La décroissance, c'est le déclin. Ce n'est pas en faisant moins qu'on réglera l'ombre d'un problème dans ce pays, c'est en faisant mieux. Et qu'est-ce qui va inventer le mieux? C'est nous. Et c'est nous, non pas parce qu'on sera obligé, mais parce qu'on sera incité, donc les appels à projets, les espaces de liberté, la capacité à construire. C'est ça qui va nous permettre demain de construire une économie moins émettrice de CO2, ça fait aucun doute, mais dans laquelle on se reconnaîtra encore. Parce que franchement, le retour au 19e siècle, voire au Moyen-Âge, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, les lampes à huile, par exemple. Vous voulez répondre, je crois, Tariq, et puis oui, Clara Guémaroui et Philippe Martinez. Pardon. Oui, je voulais... Alors, on a le débat qui s'engage, c'est bon, allez-y, allez-y.
Quand je parle de régulation, je vais donner un exemple très simple. Au début des années 2000, lorsqu'on a demandé à Microsoft de ne plus être dominant sur l'Internet Explorer, qui était installé par défaut, on a permis à d'autres produits, comme par exemple Firefox, d'exister. Et si Firefox n'avait pas existé, Google n'aurait pas existé, Facebook n'aurait pas existé, Amazon n'aurait pas existé, eBay, toutes les sociétés que nous connaissons aujourd'hui existent parce qu'à un moment donné, on a su réguler. Et quand vous voyez qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a des questions d'antitrust sur les big tech, ça va être une question essentielle pour nous. C'est un des outils qui va nous permettre de pouvoir retrouver des marges de manœuvre et de pouvoir se développer sans être complètement à la merci de tiers et des grandes plateformes. Alors, qui veut y aller? Clara, oui. Oui, et après Philippe Martinez. Je voulais juste réagir parce que vous avez tous les deux raison. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe, encore maintenant, a un code juridique qui est de protéger le consommateur et pas assez de défendre les industries, les entreprises et la puissance économique européenne. Donc ça, c'est un vrai sujet de changement de régulation qui fait que la puissance, la souveraineté économique, la souveraineté industrielle, ça a du sens. Quand Thierry Breton dit que les droits de douane font vivre la Commission européenne, c'est une chose, mais il y a des choses qu'on a acceptées, qu'on ne devrait pas accepter. La vraie question, qui est aussi une question individuelle, sur le numérique, c'est est-ce que c'est normal que l'Europe, la France, accepte sans broncher que toutes les données de n'importe quel citoyen français et européen soient stockées aux États-Unis. C'est des questions qui sont assez fondamentales et qui doivent être résolues. Et en même temps, c'est vrai que notre pays souffre de beaucoup trop de régulation parce que notre réflexe naturel quand quelque chose ne va pas, c'est de faire un texte de loi et d'interdire. Et je voudrais juste donner un exemple que vous connaissez tous, c'est celui du Yuka. Vous avez, j'imagine, beaucoup d'entre vous, Yuka sur votre téléphone portable, qui vous permet de savoir si un produit a un Nutri-Score qui est honnête, etc. Ça, la DGCCRF a fait des tas de régulations depuis des années pour qu'on mange sainement. Et Yuka fait beaucoup plus vite pour forcer les industriels qui ont des produits qui sont soi-disant consommables, mais qui ne sont pas bons pour la santé parce qu'ils n'ont pas de valeur nutritive et que des valeurs caloriques, pour faire changer la production. Et on voit bien qu'un outil qui est simplement incitatif, puisque finalement personne n'est forcé d'utiliser Yuka, fait que l'industrie se dit le consommateur l'utilise et il va bien falloir que je change. Donc c'est là où effectivement, et les initiatives comme le modèle associatif qui montrent que c'est possible. Au fond, ce dont on a besoin aujourd'hui en France, c'est qu'on est quand même aujourd'hui beaucoup gouverné par la peur. Et si on pouvait être gouverné par le fait de se dire c'est possible, on peut, et qu'effectivement, grand, petit, minuscule, territoire, local, etc., en fait, on se retrousse moins dans les manches, on n'est pas plus con que les autres, et au contraire, on est peut-être plus astucieux et plus impliqué que les autres. On peut y arriver sur le mode incitatif. Donc c'est pour ça que je rejoins ce que dit Alexandre. Vous faites la jonction entre les deux. Philippe Martinez, alors votre position à vous. Oui, trois petits points. Premièrement, sans polémiquer, les grandes entreprises françaises ne sont pas beaucoup plus vertueuses que certaines autres. Je vous donne juste un exemple. Je travaille chez Renault. Il y a quelques années, un PDG m'a dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur Martinez, jamais on vendra une Dacia en France. » À vous de constater. Deuxième chose, c'est que je partage qu'il ne faut pas opposer le micro et le macro. Parce que déjà, il y a des interdépendances entre les deux. Il y a des tas de petites... Moi, je connais une très belle petite entreprise à Ussel, en Corrèze, qui fabrique des pièces pour Ariane. Et c'est une toute petite entreprise. Donc, il y a une interdépendance à condition que les gros respectent les petits en matière de prix, en matière d'organisation du travail, etc. Et troisième chose, je trouve qu'on a beaucoup tendance à culpabiliser les citoyens. Il faut des citoyens vertueux. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans une assemblée un peu différente de celle-ci. On parlait social et environnemental, consommer bio, et un monsieur a levé la main, m'a interpellé, m'a dit « Monsieur Martinez, je suis un écologiste involontaire. Je ne mange pas tous les jours. Je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas d'eau chaude, je suis chômeur. J'aimerais un jour être un vrai écologiste. » Ces questions-là, il faut les régler parce que
on parle beaucoup de surconsommation, etc. On fait des moyennes, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vivent dans la rue. Il y a plus de 11 millions de précaires énergétiques dans notre pays. Et donc, culpabiliser, hein, je dis ça entre parenthèses, culpabiliser les citoyens doit être manié avec précaution. Il y en a qui aimeraient consommer mieux, consommer tout court d'ailleurs, mais consommer mieux, et puis avoir des tas de choses qu'ils ne voient même pas sur leur téléphone portable parce qu'ils n'en ont pas. Thibaut de la Rose, alors je ne vous ai pas encore passé la parole, excusez-moi. Donc, je rappelle, vous êtes fondateur de Back Market. Alors, on parle de produire autrement, mais produire autrement, ça veut aussi dire sans doute consommer autrement, en fait. Non, mais moi, je trouve qu'il y a un alignement entre tout ce qui se dit. Et moi, je suis assez optimiste sur entrepreneur, donc forcément, on essaie de voir le positif partout. Mais il y a un éveil des consciences des citoyens qui sont tous des consommateurs, qui ont envie de faire mieux, qui ont envie de réduire leur impact écologique. Il y a un problème de pouvoir d'achat parce que oui, ça coûte plus de 1 000 € un smartphone haut de gamme aujourd'hui, et donc on ne peut pas se le payer quand on n'a pas le salaire derrière. Et il y a un troisième problème qui est peut-être, je ne sais pas comment on les classifie, mais qui est monumental à l'échelle de la planète, qui est les émissions de carbone. Et les émissions de carbone dans l'industrie électrique et électronique, c'est la production de produits. Quand on produit un smartphone, c'est 40 kg d'émissions de CO2 en moyenne. Voilà. Et quand on fait une réparation lourde sur un smartphone, et c'est pareil sur les autres produits, les télés, tout ça, c'est maximum 10 kg d'émissions qui vont être créées. Donc finalement, quand on répare, quand on réutilise, quand on utilise plus longtemps, on évite des émissions de carbone. Et donc l'économie circulaire, elle permet de répondre à ces 3 enjeux. Pourquoi ? Parce que on va allonger la durée de vie des produits, donc on va réduire leur impact environnemental dans le temps. On va redistribuer du pouvoir d'achat, parce qu'en moyenne, c'est entre 30 et 70% moins cher. La moyenne, c'est 50% moins cher qu'un produit neuf. Donc à ce moment-là, il y a certains consommateurs qui vont pouvoir enfin accéder à des produits auxquels ils ne peuvent pas accéder neufs parce que c'est juste beaucoup trop cher. Et enfin, sur le côté social, le reconditionnement, c'est là où nos deux activités se touchent. En fait, c'est quelque chose de local, c'est quelque chose de très opérationnel. Il ne faut pas fantasmer des énormes machines qui vérifient et testent des produits automatiquement, remplacent les pièces. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les producteurs, ils innovent en permanence et tous les 6 mois, tous les ans, il y a un nouveau produit qui sort. Donc si vous faites une machine industrielle qui vous coûte des centaines de millions, elle sera morte au bout de 2 ans puisque ce produit-là, ça y est, il sera passé à la trappe. Donc en fait, le reconditionnement, c'est quoi ? C'est des salariés, des employés qui vont prendre les devices un par un, qui vont les vérifier, les tester, les nettoyer pour pouvoir les remettre sur le circuit. Donc voilà, donc c'est aussi de l'emploi. Donc moi, je pense que c'est une opportunité formidable. Je ne crois pas que le consommateur est OK pour payer la facture et sauver la planète. Je pense que on se ment quand on se dit ça, mais c'est mon point de vue. Il commence à en prendre conscience quand même. Prendre conscience, c'est super, mais s'il n'a pas les moyens de répondre à cet enjeu, il ne le fera pas, et donc ça ne marchera pas. Je pense que écologie et économie, ça doit être la même chose. Si ça s'oppose, ça sera juste de la fumée, de l'argent brûlé, et voilà, on se sera raconté des belles histoires. Et enfin, je pense que ça peut marcher et que justement c'est là où l'Europe et la France a une carte formidable à jouer. C'est qu'aujourd'hui, quand vous vous mettez dans les pompes d'un consommateur, et on est tous des consommateurs ici, on ne sait pas quoi faire de ces produits. Quand on n'en veut plus, quand ils ne marchent plus, quand on déménage. Qu'est-ce que vous allez faire de votre télé, de votre machine à café, de votre ordi, de votre smartphone ? On peut faire toute la maison comme ça. Il n'y a pas de solution facile. Alors il faut se taper le bon coin et tout ça, ça marche. Hein. Mais il faut avoir beaucoup de temps pour faire ça. Il faut accepter de rencontrer des inconnus, tout ça. Donc, il faut innover pour prendre cette opportunité de l'économie circulaire dont les consommateurs ont envie. Hein. Nous, la demande sur Back Market, elle est 100 fois supérieure à l'offre. Expliquez-nous comment ça fonctionne alors, Back Market. Donc aujourd'hui, Back Market, c'est la première plateforme qui, en Europe et aux États-Unis, permet à des millions de consommateurs d'accéder à des centaines de milliers de produits qui sont remis à neuf par des professionnels qu'on certifie. Donc si vous voulez, on prend le meilleur des deux mondes. On prend le côté rassurant du neuf parce qu'il y a des garanties sur ces produits qu'on ne peut pas trouver sur l'occasion. Et en même temps, on donne du pouvoir d'achat aux consommateurs puisque le produit reconditionné, il s'approche du produit d'occasion en termes de prix. Donc le consommateur, il va trouver du prix, de l'écologie et du pouvoir d'achat sur le reconditionné. Mais le plus gros problème, c'est comment on donne accès à ces reconditionneurs, à ces réparateurs, parce que souvent c'est des réparateurs, à tous ces gisements de produits. Alors comment ça se passe justement concrètement ? Et donc là, on a créé. Donnez-nous un exemple, oui. Donc on a créé une plateforme. Si vous allez sur la plateforme, vous pouvez revendre votre ancien produit et vous allez avoir un de ces 1200 reconditionneurs partenaires qui utilisent Back Market, qui va vous proposer le meilleur prix pour l'état du produit que vous avez décrit. Donc ils vont s'approvisionner comme ça.
Mais donc ça, c'est une partie infime aujourd'hui des citoyens, des consommateurs qui l'utilisent, même si ça commence à être des millions de produits, donc c'est bien, mais à l'échelle de la consommation de produits électroniques, on est encore microscopique. Donc il faut démocratiser ça, et donc il faut démocratiser la réparation. Il faut surtout éviter d'être à portée des GAFA, parce que aujourd'hui les constructeurs, en fait, ils ont tout intérêt, et c'est pas que les GAFA, hein, c'est tous les constructeurs de produits, ils vont avoir intérêt à vendre un maximum de produits pour faire plus de chiffre d'affaires. À nous sortir le nouvel iPhone. Bah, bien sûr, voilà, ils fonctionnent comme ça depuis la nuit des temps. Donc eux, l'économie circulaire, bon, bah, c'est super, ça peut positionner, le consommateur en veut un peu, donc on voit des coms un peu voilà, questionnables là-dessus. Mais en fait, il y a toujours cette peur de est-ce que l'économie circulaire ne va pas cannibaliser finalement la vente de mes produits neufs? Parce que si tout le monde se met à acheter des produits remis à neuf, les miens, alors du coup, comment je vais les vendre? Et donc il faut que les marques jouent le jeu, mais le dire, ça n'aboutira à rien. Ce qu'il faut, c'est libérer l'accès aux pièces détachées pour que tout le monde puisse réparer, pour que ces réparateurs puissent se développer. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Mais donc il y a plein d'opportunités, et je pense que on peut développer un maximum de savoir sur la réutilisation sur le territoire, puisqu'il n'y a aucun pays aux États-Unis et en Europe qui ne sait bien le faire. C'est vrai qu'on peut dire que dans le passé, on réparait davantage, et on est venu à un moment donné à une société où c'était moins cher parfois de racheter quelque chose de neuf que de le faire réparer. Et effectivement, l'économie circulaire nous entraîne à nouveau à repenser l'utilisation de nos produits. Clara Guémard, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de nous dire Thibault? Oui, je voulais réagir à ce que dit Thibault et à ce que dit Philippe Martinez, parce que je pense qu'il y a un sujet effectivement social. Et nous, ce qu'on voit chez Raise et notamment chez Raise Impact, où on investit dans des entreprises qui veulent avoir un impact sur l'écologie et le social, c'est que c'est pas simplement la régulation ou l'État qui vient financer les personnes qui sont en difficulté, mais il y a des entreprises qui ont décidé de prendre ce sujet et qui sont rentables. Pas évidemment forcément les plus rentables de la planète, mais elles sont rentables. Je voudrais donner des exemples. Ces entreprises qui se sont consacrées à trouver des métiers à des gens qui sont autistes. Les autistes, ils ont un potentiel qui est différent de nous, mais ils ont un potentiel. Sauf que les entreprises ne sont pas adaptées à la façon dont ils peuvent travailler. Et nous, on a regardé il y en a 2 notamment, qui réussissent très très bien et qui arrivent, avec l'accompagnement qui va bien, à utiliser, à redonner à ces personnes toutes leurs valeurs, parce qu'elles ont une vraie valeur, sauf qu'on a eu une approche dans la société qui est de les aider et donc de les infantiliser, plutôt que d'essayer de regarder comment notre société était inadaptée à savoir les insérer. Et il y a des grandes entreprises comme SOS Transition qui ont travaillé là-dessus, etc. Et ça, je crois que si on met l'accent, et si effectivement la manne financière qui nous vient de la transformation venait sur ces entreprises en transformation sociale. Il n'y a pas que l'environnement, hein. La transformation sociale, elle est vraiment essentielle. C'est de se dire que tout le monde compte et tout le monde peut apporter une pierre à l'édifice. Et il n'y a pas ceux qui peuvent et ceux qu'on doit aider et laisser dans un coin. Et ça, je pense que c'est un message qui, enfin, nous, comme on rencontre avec Gonzague énormément d'entrepreneurs qui s'enfoncent dans cette brèche qui a été laissée vide aujourd'hui par beaucoup d'entreprises et qui du coup réussissent parce qu'il y a un marché en fait, hein, il y a un marché qui permet de donner accès à des gens qui n'ont pas les moyens financiers, comme le fait Thibault. C'est vrai que les autistes ont des grosses capacités, notamment de mémoire. Là, on a le cas d'un autiste qui a gagné, je ne sais pas si vous avez entendu ça, il a fait un livre, il a gagné 150 fois ou 153 fois, je crois, l'émission qui s'appelle, je ne vais pas faire de pub, mais ça s'appelle les coups de midi, là, et 12 coups de midi, et il a gagné. Et alors qu'il est autiste, il a fait un bouquin là-dessus, et c'est assez impressionnant de voir comment il raconte ça. Excusez-moi, c'était une incidence. Tariq, vous vouliez réagir? Je voulais juste, dans le prolongement de ce que disait Thibault, on voit en fait le recyclage de machines est quelque chose d'essentiel. Donc, comme ça a été expliqué en termes de coût carbone, mais on voit qu'en fait la tendance arrive également du côté du cloud et des serveurs. Par exemple, je connais une entreprise en Ile-de-France qui achète des machines que Twitter n'utilise plus, ou d'autres acteurs, et les recycle, les réinstalle, et donc leur donne une deuxième vie. Et on se rend compte en fait que
lorsqu'on a certains types de logiciels qui sont moins gourmands en mémoire, on est capable de mettre en place une circularité également au niveau des serveurs. Et je pense que ce genre de choses vont devenir de plus en plus importantes, c'est-à-dire s'assurer que le délai, aujourd'hui je crois qu'une société comme Google jette entre guillemets un serveur tous les 3 ans parce qu'ils ont besoin de très haute disponibilité, mais si on passait à 5 ou 6 ans, si on arrivait à changer les règles, on se rendrait compte qu'on peut également trouver des moyens de recycler, notamment sur les questions de cloud. Eh bien, merci beaucoup à tous. Ce sera le mot de la fin. On peut applaudir nos intervenants. Merci d'avoir participé.